Salut à tous, c'est Axel et aujourd'hui je vous propose de tester l'iPhone 7 Plus. Je vous ai proposé une prise en main il y a quelques temps, il y a environ 10 jours. J'ai eu le temps de le tester comme vous pouvez le constater. Je vais vous livrer un avis complet. Alors, juste un truc à savoir, pour le 7, l'iPhone 7 le plus petit, je suis pas sûr de pouvoir l'obtenir et donc le tester. Donc, si vous voyez pas de test de l'iPhone 7, vous allez devoir vous contenter de celui-ci, on va dire, sachant qu'en plus, les seules différences, ça va être la batterie, ça va être la taille de l'écran, et bien sûr le système de double optique. Vous enlevez ces éléments-là, et vous vous imaginez en plus petit, et vous avez globalement l'iPhone 7. Bon, on va parler des specs rapidement, je vous en ai déjà parlé je crois dans la vidéo de déballage. Je vais pas faire de déballage, parce que y a une vidéo qui a été consacrée à ça, cet exercice vachement intéressant. Le seul truc que je vais faire c'est commenter quoi, vous raconter simplement ce que je pense. Alors, j'ai pas testé ces écouteurs là. Moi, j'avais testé les AirPods et ils ont l'air vraiment intéressants. Mais j'ai pas pu les avoir en test. Et c'est bien sûr, ça, c'est des écouteurs en Lightning. Par contre, je voulais juste vous parler très rapidement de cet adaptateur. Je l'ai un peu utilisé. Il fonctionne bien. Le seul truc, c'est que j'ai vraiment le sentiment que, à l'instar de d'ailleurs la plupart des câbles Apple, dites-moi si je me trompe, mais d'expérience, je peux vous dire que c'est le cas. Ça a l'air d'être un peu de la camelote dans le sens où je pense que à ces endroits-là, ça va s'ouvrir assez rapidement, le fil va être apparent et lui en fait, il a l'air vraiment, il est pas du tout renforcé. Donc je sais pas, en gros, j'ai juste peur de la solidité de cet adaptateur, mais sinon c'est quand même sympa de l'avoir dans la boîte. Bon, pour les specs, rapidement, moi je vous avais dit un petit peu tout ça dans la précédente vidéo, je crois. Mais on est en 5.5 pouces IPS, c'est du 1080p, ça lui fait 401 ppi. Il tourne sous iOS 10. Le chipset A10 Fusion, quad-core 2,23 GHz. 32, 128 et 256 Go au niveau de la mémoire, 3 Go de RAM, dual 12 mégapixels à l'arrière, 7 mégapixels à l'avant. Et la caméra d'ailleurs principale est stabilisée optiquement et une batterie de 2900 mAh. Bon, et côté prix, vous avez trois tarifs différents parce que vous avez trois versions de mémoire. 32, 128, 256 respectivement, 909, 1019 et 1129. Il y a plusieurs finitions, j'en ai déjà parlé. Ça, c'est la finition or rose, qui n'est pas celle que je préfère, mais j'ai pas pu choisir la couleur. Mais il y a juste un truc à savoir sur la finition noire de jet, c'est la noire qui brille, qui laisse des traces de doigts d'ailleurs. Vous n'avez pas l'édition 32 Go, voilà, juste à savoir. Bon, on va commencer par l'approche design. Vous l'avez vu lors de la vidéo de déballage, la prise en main, mais je vais repasser dessus quand même et vous dire ce que j'en pense concrètement. On a quelque chose qui ressemble pas mal à un iPhone 6, un iPhone 6S, et quand je dis pas mal, c'est en fait beaucoup, avec quelques ajustements. Donc là, c'est bien à la limite qu'on ait la version rose, parce que vous le voyez, vous verrez bien ces ajustements. Donc là, les antennes qui se trouvent sur le haut et le bas, sur cette version-là, ça se voit beaucoup parce qu'elles sont blanches. Sur les versions plus foncées, ça se voit beaucoup moins, quasiment pas d'ailleurs, ce qui est plutôt agréable, je trouve, sur ces autres éditions. On a cette finition noire de jet en plus, bon là elle n'y est pas ici, mais qui est vraiment nouvelle. On a le nouveau bouton Home, je vais vous en parler dans un instant, plus quand on va parler de l'ergonomie a priori. Il est résistant à l'eau, ça c'est important également, ça j'ai pas testé, mais je teste jamais la résistance à l'eau sur les smartphones généralement. Et que dire de plus, ouais, disparition du jack 3.5 qui était en bas, ouais, avant, au profit de 100% Lightning. On en reparlera un petit peu, mais bon, je pense que vous savez à peu près ce que ça signifie. Et les différences avec le 7, c'est quoi? C'est qu'il est plus grand, on est sur du 5.5 pouces. Il est un peu plus balèze du coup, et donc l'ergonomie est pas aisée, on va dire. Moi, je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Et on a cette double optique à l'arrière. Si on regarde un peu les détails, à l'avant on a la caméra frontale, la sortie audio, et d'ailleurs oui, ça j'ai oublié de le préciser, il y a un autre haut-parleur qui est là-dessous, en complément de celui qui est là. Donc ça fait que vous avez un double haut-parleur. Alors c'est pas réellement frontal, c'est ici et en dessous, mais au final vous verrez, j'en parlerai un peu juste après, la qualité est sympa tout de même. On a la touche Home qui est juste là. Sur le côté, le bouton on-off, verrouiller, déverrouiller. Le tiroir pour la nano SIM. De l'autre côté, on a le petit switch de son, vous connaissez ça. Les boutons de gestion du volume, rien sur le dessus. Et puis en dessous, le port Lightning que vous voyez complètement flou. Ah non, c'est bon. Le port Lightning.
Et le haut-parleur qui est, je crois, du côté droit, mais on le réécoutera tout à l'heure, et bien sûr le micro principal. À l'arrière, en plus du joli logo Apple, on a les deux optiques. Donc il y en a une qui est, on va dire, plus classique, large, on va dire, et une qui est téléphoto, qui est un peu zoomée. Je vous expliquerai à quoi ça sert et la qualité qui s'en dégage. Et puis là, bien sûr, on a le double flash LED. Alors je crois que c'est 4, ouais, c'est 4 petites LED de Dual Tone, True Tone, je sais pas comment ils l'appellent, chez Apple. Alors je vais vous parler ergonomie et également bien sûr des boutons, parce qu'il y a quand même des changements intéressants. Bon, c'est du 5.5 pouces, c'est grand, c'est un grand smartphone, c'est pas pour tout le monde. Là, je le tiens à une main de manière relativement confortable. Regardez, mon pouce, il arrive là et j'ai pas des petites mains. Donc c'est compliqué. Vous avez toujours ce système de double appui qui permet de manipuler l'interface en taille réduite. Le fait est que ça marche pas forcément toujours. Enfin, dans tous les cas, c'est pas forcément intéressant. Et donc vous allez peut-être vous retrouver bloqué pour accéder à certaines options en haut de l'écran. L'idée, c'est vraiment de l'utiliser à deux mains la plupart du temps et à une main éventuellement pour écrire des textos puisque le clavier se trouve en bas de l'écran. Il glisse un petit peu, mais c'est parce que c'est cet alu, vous voyez un peu, c'est ce qu'on a depuis plusieurs générations d'iPhone. À l'exception près de finalement la version noire de jet qui elle brille. Alors du coup, ça a tendance à peut-être accrocher un peu plus sur cette autre version, mais que je n'ai pas pu manipuler, j'ai pas pu tester, donc je peux pas vous en parler. Je l'ai tenu en main chez Apple, mais c'est vrai que ça a accroché un peu plus, mais j'ai pas pu l'utiliser de manière plus prolongée. C'est un terminal qui est fin, vous avez des boutons qui sont très bien sur les côtés, etc. Et puis, vous avez cette nouvelle touche d'accueil. Elle est plus mécanique. On a affaire, en fait, à une zone... J'en ai parlé avec Apple, on a parlé de zone capacitive, mais encore une fois, c'est pas très très clair. Quoi qu'il en soit, c'est pas un bouton physique, c'est-à-dire que vous appuyez dessus et vous allez avoir une vibration qui va vous permettre de confirmer le fait que vous avez bien appuyé dessus. C'est extrêmement bien foutu, c'est-à-dire qu'on a honnêtement réellement l'impression d'appuyer sur quelque chose de physique. Bon, bien sûr, pas tout à fait, mais c'est pas loin. Et en plus de ça, vous avez des réglages juste ici, bouton principal. Vous allez pouvoir switcher entre trois types de clics, pas de clics, plutôt de vibrations, de retour haptique, quand vous appuyez sur ce bouton. Donc là, 2, ça va faire un retour peut-être plus rapide. Là, plus discret également, et par défaut, c'est celui-là qui est assez prononcé. Et c'est très difficile de vous retranscrire ça dans une vidéo, c'est même impossible. Mais effectivement, quand vous appuyez, pouf, vous sentez la petite vibration qui donne l'impression que vous avez appuyé sur un bouton physique. C'est pas mal fait. Moi, ça me dérange pas. Moi, ça me perturbe pas du tout parce que je suis pas un utilisateur d'iPhone à la base. Moi, je sais que j'en ai parlé à d'autres personnes qui utilisent des iPhones de précédente génération au quotidien et qui m'ont dit, bah, c'est un peu bizarre quand même parce qu'on a l'habitude de pouvoir réellement appuyer sur un bouton. Mais je pense qu'on peut s'habituer sans aucun problème parce que c'est quand même vachement bien foutu. Et bien sûr, il y a un scanner d'empreinte digitale en dessous qui fonctionne très très bien. Vous pouvez essayer de déverrouiller votre terminal de cette façon-là. Ça vous permet également d'accéder par exemple à l'App Store de manière sécurisée, etc. sans avoir à entrer votre mot de passe. Donc l'iPhone 7 Plus, vous l'avez compris, c'est 5.5 pouces de diagonale. 5.5 pouces, c'est également la taille, heureusement ça c'est pratique, d'un smartphone que j'utilise au quotidien, qui est le Mate S de Huawei. Et moi, ce que je voulais juste vous montrer, c'est que Apple n'a pas tendance à vraiment optimiser les formats de ses smartphones. Si vous regardez bien, alors là, je vais voir si je peux vous l'allumer. Ouais, à peu près bien. Oui, voilà. Donc si vous regardez bien, vous voyez par exemple, au niveau des bordures, on a l'impression que les bordures de l'iPhone sont plus balèzes. Mais il y a un truc à noter, c'est qu'il y a une zone noire tout autour en fait de celui-ci, que vous voyez peut-être moins bien. Donc attention, les bordures elles sont à peu près de la même taille. Par contre, regardez, je les mets l'un juste collé à l'autre en dessous. Vous avez vu l'espace qui reste au-dessus pour la même dimension d'écran. Et en largeur, je ne sais plus si j'avais déjà regardé, mais on va regarder en direct. Voilà. C'est à peu près la même chose, mais le 7 Plus est un peu plus large. Là, vous le sentez pas, mais c'est quelques millimètres. Mais c'est surtout la hauteur. Et c'est vrai que la hauteur, c'est important parce que le bas est quand même, fait quand même balèze sur ce produit. Et quand vous le tenez en main comme ça, bah, c'est le bas qui va pousser le haut vers le haut. Ça semble logique, mais bon, vaut mieux le montrer. Et donc, quand je prends le produit comme ça, si cette zone du bas était plus fine, bah, ça ferait descendre un peu le produit comme ça. Et donc, les éléments qui sont en haut de l'écran descendraient. C'est logique. Et c'est pas le cas ici avec ce produit. Bref, c'est juste une petite remarque quand même pour vous mettre les choses un peu en perspective. Généralement, c'est vrai qu'Apple optimise
pas trop ces produits, notamment bah, là, sur cette édition-là. Moi, je trouvais que par exemple, sur l'iPhone 5, ce genre de terminaux, limite les bordures étaient plus fines, etc. Il me semble, voilà, c'est juste le ressenti que j'ai. Donc côté écran, on est en 5.5 pouces, IPS 1080p, 400 ppi, c'est pas mal. Après, c'est vrai que c'est en dessous de la plupart des hauts de gamme sur Android aujourd'hui, que ce soit du LG, du Samsung, ce genre de marque. Est-ce qu'en soi c'est un problème? Je vais pas vous mentir, non, moi ça me dérange absolument pas, mais éventuellement ça pourrait vous poser quelques soucis si vous êtes habitué aux écrans vraiment très fins. Cela étant dit, voilà, la densité de pixels est suffisamment élevée, on voit pas les pixels à l'œil, il faut vraiment chipoter un petit peu pour commencer à les voir, je trouve. Au-delà de ça, l'écran en tant que tel, franchement, il est bien, j'ai rien à dire. D'après Apple, il est plus lumineux que son prédécesseur, il a un gamut plus large, il est capable d'afficher un panel, on va dire, de couleurs plus large, ce qui rend en fait l'ensemble plus vibrant, plus réaliste aussi, proche de la réalité, etc. Je vais être honnête avec vous, moi je le trouve bien cet écran, voilà, mais j'ai pas été spécialement impressionné, mais je le trouve très beau, effectivement, les couleurs sont bien, c'est assez proche de la réalité, il est pas trop saturé, je trouve, donc voilà, bel écran. Après, est-ce qu'il faut se toucher dessus? Peut-être pas aller jusqu'à là, mais effectivement, c'est un bel affichage. D'ailleurs, autre chose, mais là, on va parler plutôt fonctionnalité, mais pour moi, c'est lié à l'écran, puisque c'est une sorte de fonction à incorporer dans l'écran. C'est 3D Touch. Alors, je sais pas exactement de quelle techno il s'agit. Ça repose sur le capacitif et ça repose sur la pression. Alors, soit c'est la taille de la zone de pression, soit c'est vraiment une pression détectée sur la zone capacitive. Je suis pas sûr à 100%, quoi qu'il en soit. C'est quelque chose que j'avais pas eu l'occasion de tester sur le 6S. Je vais juste vous montrer, vous appuyez en fait, soit vous appuyez comme ça une fois, soit vous pouvez appuyer avec différents niveaux de pression. Donc là, par exemple, ça a fait ça parce que je suis resté appuyé. Mais si vous restez appuyé un peu fort, vous avez plusieurs options qui s'affichent ici. Est-ce qu'il y a un exemple sympa que je peux vous montrer? Ouais, voilà. Donc là, par exemple, dans le control center, le centre de commande, de contrôle, vous pouvez appuyer sur les icônes là et ça va vous ouvrir plus d'options pour accéder directement, par exemple, à la capture d'un selfie ou ce genre de choses. Et ce qui est marrant, c'est que vous pouvez aussi appuyer un peu entre deux. C'est-à-dire que là, vous voyez, l'écran est flou. C'est parce que j'appuie un petit peu fort, mais pas trop. Et au bout d'un moment, clac, j'appuie suffisamment fort pour que ça affiche les options. C'est juste pour vous montrer. Vraiment, il y a différents niveaux de pression. Et perso, on pourrait penser que c'est gadget, mais pas réellement. Et du coup, je peux vous montrer des trucs maintenant. C'est vrai que du coup, ça fait plutôt référence aux fonctions. Mais regardez. Du coup, là, par exemple, je peux regarder mes mails directement comme ça. Ça, c'est valable dans plein d'autres trucs, je crois. Ici aussi, c'est valable. Et vous savez à quoi ça me fait penser, ça? Ça me fait penser au survol sur les produits Note à l'époque où Samsung proposait ce genre de choses. Et je trouve que c'est super malin, c'est bien foutu et ça fait le boulot. Donc moi j'aime bien. Après je l'utilise pas encore au quotidien et j'arrêterai de l'utiliser parce que je vais le rendre. Mais c'est vrai que c'est le genre de truc que j'aimerais peut-être avoir sur un de mes produits du quotidien pour accéder rapidement à quelques informations. Je trouve que c'est bien foutu. Alors, le système de haut-parleurs sur ce produit, comme je vous ai dit, il y en a un ici et il y en a un qui est où? Sur la droite. Et donc avant on avait on avait le son qui sortait juste par en dessous là, c'était déjà pas mal, mais maintenant on a le double. Logiquement, ce qui va se passer, c'est que vous aurez plus de volume au global, c'est vrai. Et vous avez aussi le sentiment, bien sûr, que le volume est plus, enfin le son est plus englobant, etc. Quand vous prenez le téléphone dans vos mains, la qualité est un peu meilleure également. Et moi, je trouve d'ailleurs que même quand vous êtes à fond, vous l'avez peut-être un peu entendu, mais ça sature pas. Vous sentez un petit peu les percussions, etc. C'est sympa. C'est pas un truc de psychopathe, c'est pas, vous sentez pas la table vibrer parce qu'il y a des basses incroyables, non, mais ça de toute façon, je sais pas si on recherche ça sur un smartphone, mais vous avez, je pense, le meilleur haut-parleur sur les iPhones depuis le lancement des iPhones. Ça me paraît pas être incroyable non plus comme déclaration, mais je pense que c'est le cas. Bon, et sinon pour le sujet du passage en Lightning uniquement, de la suppression du jack, etc. Je vais vous en parler quelques minutes, mais on va pas trop s'attarder là-dessus pour plusieurs raisons. C'est parce que j'ai pas testé, je teste jamais les écouteurs fournis avec les produits parce que c'est chiant.
c'est pas hygiénique parce qu'après les produits ils passent entre les journalistes et donc je le fais pas. Donc si vous voulez un avis sur les écouteurs, allez, peut-être il y a des gens qui en parlent ailleurs, bref. Et puis souvent vous avez vos propres écouteurs. Sauf que là effectivement, on a un petit souci, c'est qu'on est en Lightning. Donc là-dessus, il y avait la possibilité d'utiliser l'adaptateur. Moi j'ai testé avec mon propre casque. La qualité du son m'a pas semblé changer. Enfin, c'est une bonne qualité audio, mais ça va dépendre bien sûr de votre casque, etc. Donc du fichier là, MP3 ou quoi que ce soit. Bref, donc là, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est juste très rapidement vous expliquer. En fait, le principe, c'est soit vous utilisez les écouteurs fournis, je vous les ai montrés au début, hein, qui sont ceux-là en Lightning. Ils sont probablement très bien, mais j'en sais absolument rien. Soit vous utilisez l'adaptateur que je vous ai montré également avec un système de jack, sauf que ça veut dire que votre adaptateur va falloir le trimballer sur vous. Moi je trouve qu'il a l'air assez fragile, à voir sur la durée ce que ça donne, mais bon, c'est le genre de truc, vous allez peut-être devoir en acheter d'autres, c'est un peu chiant. Ou bien, vous utilisez des écouteurs sans fil. Alors par rapport à ça, vous pouvez utiliser n'importe quel écouteur sans fil Bluetooth, ou bien vous allez du côté de chez Apple et c'est un mix entre du Bluetooth et la puce W1. Alors W1 c'est quoi? En fait j'en ai parlé avec Apple, je leur ai dit mais c'est comme du NFC. Il m'a dit non c'est plus comme du Bluetooth. Et là je me suis dit ah quoi? De quoi tu parles? Parce qu'en fait si vous voulez, sauf erreur de ma part, déjà de toute façon ce produit il est compatible Bluetooth. Donc si vous utilisez des écouteurs Bluetooth ça marche. Moi, ce que j'ai compris, et vous me corrigerez dans les commentaires si vous voulez, c'est que la puce W1, elle va aider à l'appairage. Et après, derrière, ça passe en Bluetooth. Voilà, ça c'est ce que j'ai compris. Dites-moi dans les commentaires si j'ai tort, et il n'y a aucun problème. Quoi qu'il en soit, moi j'ai testé les AirPods, et les AirPods, qu'est-ce qu'ils permettent de faire? Vous avez des petits écouteurs qui ressemblent grosso merdo à ceux qu'on a dans la boîte, là que je vous ai montré. Vous les avez sans fil, bien sûr. Alors vous les avez vus partout, hein, c'est le truc où c'est un petit écouteur de chaque côté, pas relié, etc. La peur de les perdre, blablabla, on en a déjà parlé. Effectivement, c'est quelque chose qui peut arriver. Euh, Quand même, moi, en les testant, j'ai trouvé ça sympa parce que c'est vrai qu'ils sont dans un petit étui où ça fait office de batterie, donc ça leur rajoute jusqu'à 24 heures de recharge, enfin d'autonomie. Et l'étui est tout petit, hein, vous le mettez dans votre sac, même dans votre poche, il n'y a aucun problème. Vous les sortez, et d'ailleurs pour appairer avec le smartphone, vous prenez la petite boîte, vous collez au smartphone, ça s'appaire directement, c'est très bien fait, c'est vrai. Mais ça fait penser pour moi à du NFC. Je ne sais pas exactement si c'est similaire, mais ça m'a fait penser à ça. Et donc après, les écouteurs, vous les sortez de la boîte, vous les mettez dans vos oreilles, et là, ça va détecter, parce qu'il y a un détecteur de proximité dans l'écouteur, et ça va envoyer le son directement. Si vous les enlevez vos oreilles, ça peut mettre pause éventuellement. Il y a un micro intégré, vous faites double tap dessus pour... c'est que vous pouvez faire quoi avec ça? Je crois que c'est le double tap, c'est pour mettre pause. Enfin bref, il y a quand même des fonctions en plus sur les AirPods et les accessoires que va proposer Apple ou les accessoiristes à côté qui sont compatibles. Donc voilà, à vous de voir ensuite ce que vous voulez faire, soit passer en jack avec l'adaptateur, soit en lightning, soit en sans fil, soit en sans fil avec Apple. C'est une question de budget, c'est une question de préférence. Ok, on va passer maintenant aux fonctionnalités. Donc c'est un produit qui tourne sur iOS dans sa version 10. Il y a pas mal de changements. Ce que je vous propose moi pour ce test, c'est tout simplement on va découper les fonctions en deux parties, on va dire. Un côté un peu je me promène dans l'interface et je vous montre les trucs dans les grandes lignes. Je pense que la plupart des choses vous les connaîtrez. Et puis je vais aussi focaliser passer un tout petit peu plus de temps sur les petites subtilités, les petites nouveautés. Je vais peut-être en zapper quelques-unes et je m'en excuse. Il y a un truc à savoir, c'est que je tourne sur une version d'iOS bêta pour pouvoir vous montrer la fonction portrait qui crée le bokeh dans l'appareil photo. Donc voilà, ça c'est juste pour noter. Si vous voyez des trucs que vous n'avez pas sur votre produit, c'est peut-être à cause de ça. Bon, un des premiers trucs qui est à noter nouveau sur ce produit, et je crois que c'est nouveau à iOS 10, c'est vous soulevez votre terminal et en fait, l'écran va directement s'allumer. Il va s'éteindre assez rapidement normalement, ou si je le mets à plat, ou si je le repose. Voilà. Et ça vous permet tout simplement de regarder vos notifications sans avoir à déverrouiller l'écran, et déverrouiller le terminal, ce qui est assez pratique. Maintenant, un autre truc, c'est par rapport aux notifications. Alors, je peux pas vous en montrer là parce que j'en ai pas. C'est pas grave. Dans le pire des cas, vous voyez, je vais vous décrire le truc. Mais concrètement, maintenant, si vous avez des notifications, par exemple, vous recevez un message, vous avez la petite notification qui s'affiche là. Si vous restez appuyé dessus fortement avec 3D Touch, vous allez avoir une petite pop-up qui s'ouvre de manière plus grande avec, par exemple, le clavier pour pouvoir répondre à un message. Ce genre de choses. Et honnêtement, c'est super bien fait, c'est super pratique. Ça va vous permettre tout simplement, je vois bien le truc où en gros, vous recevez un message,
vous le soulevez. Enfin, vous le soulevez pour voir de qui il s'agit. Si la personne vous intéresse, vous restez appuyé dessus, vous répondez, vous faites envoyer. Vous n'avez même pas déverrouillé votre terminal, donc c'est quand même vachement pratique. Et sinon, à gauche, vous avez cet écran-là. Alors, je vais être tout à fait honnête avec vous, je sais absolument pas comment ça s'appelle. Pour moi, on dirait un truc du genre une timeline ou un truc comme ça. Mais bon, voilà. Bref, vous avez l'heure, vous avez des widgets, etc. Et sur la droite, elle se penche pour vomir et se fait percuter par un train. Ouais, alors, juste pour info, les news par défaut qui sont proposées là, je vais parler franchement, c'est de la merde. Hein. C'est tout pourrave. Ils sélectionnent vraiment des trucs un peu en mode clickbait. Donc voilà, si vous avez envie de nettoyer ça, il y a des trucs importants parfois, mais enfin, il y a des trucs vraiment nazes. Et là, vous avez l'appareil photo en accès rapide. Mais ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà avant. Alors là, on est sur l'accueil, vous connaissez, je ne vais pas forcément m'attarder là-dessus. On a ce tiroir là où vous avez vos notifications. J'ai que des notifications Twitch. Vous pouvez les fermer de cette façon-là. Vous pouvez fermer une journée entière, ce genre de choses. Apparemment, c'était pas le cas avant. Voilà, maintenant on peut fermer des jours. Avant, c'est vrai que c'était des catégories, il me semble. Si vous switchez là, vous avez ce truc-là. Et ce truc-là en question, vous pouvez aussi le choper comme ça. Donc il est un peu disponible partout. Est-ce que le 3D Touch marche dans les suggestions? Non, je crois pas. Bon, bref, peu importe, c'est pas important. Quoi d'autre? Centre de contrôle qui est ici avec 3D Touch que vous avez vu tout à l'heure. Un truc intéressant, c'est que vous avez le Night Shift qui est. Oui, au revoir. Voilà. Night Shift qui est juste ici. Night Shift qui va donner une teinte jaune à votre écran pour réduire les lumières bleues. Et donc ça permet le soir. Et ça, vous pouvez l'activer en soirée. Soit vous le forcez en appuyant dessus. Soit moi, il sera actif à 22h en fait tous les soirs. Et il s'enlève à 7h du mat. Ça me permet tout simplement d'avoir un écran, certes un peu jauni, mais qui va vous permettre d'avoir les yeux. C'est plus doux pour les yeux le soir. À tester. Si vous aimez pas, vous n'êtes pas obligé de le laisser. Il n'y a aucun souci. Et puis après, c'est les options, on va dire, classiques là-dedans, notamment la lecture audio, qui est assez pratique, intégrée directement là-dedans. Alors après, bon, je vais en faire le tour rapidement, mais voilà, vous voyez, vous avez la possibilité de passer un appel, sans blague, c'est un téléphone. Vous avez là les contacts. Est-ce que si on reste appuyé, ouais, il y a une petite fiche et tout. Je vais pas tester les 3D Touch partout, mais vous avez ça ici. Les favoris, la messagerie visuelle notamment. Il y a Siri. Siri, franchement, je vais pas vous en parler. Il est un poil plus intelligent, mais j'ai pas réussi vraiment à identifier en quoi. Et j'ai pas trouvé que c'était spécialement pratique. Donc on va pas en reparler. Je pense que si vous cherchez des démos de Siri, sur iOS 10, vous en trouverez sur internet. Le client mail qui est juste là, classique. Donc par exemple ici, ouais, j'ai un mail de Squeezie apparemment. Non, je sais pas ce que c'est. Alors il y a un truc qui est bien, c'est vous restez appuyé dessus, vous pouvez le voir, et si vous restez appuyé, en fait, il s'ouvre en grand. Donc je crois que l'idée c'est de faire, faut regarder ce que c'est, et si vous restez, non voilà, attendez, non vous restez appuyé un peu, c'est ça, et si vous appuyez fort, ça l'ouvre. Voilà, c'est ça. Et c'est un peu perturbant au début, ça demande un petit coup de main, mais ça marche très très bien. Donc ça c'est pour vos emails. Le calendrier, ça vous le connaissez a priori, classique, qui marche très bien d'ailleurs. La galerie, on regardera un peu après. Je vais passer sûrement sur le web. Et je pensais à un truc aussi au passage, alors ça n'a rien à voir avec le web, mais j'y pense parce que j'ai entendu un léger son et je voulais vous en parler. Alors, dans ma vidéo de prise en main, je vous ai parlé d'un truc qu'ils ont appelé le Eastgate. En gros, c'est le fait que derrière le produit, au niveau de l'APN notamment, il y a un petit son qui est émis. La question, c'est est-ce que c'est vrai? J'avais répondu à ça, je vous avais dit oui, et c'est toujours le cas. Là, si je prends le produit, je l'ai pris tout à l'heure, je le mets à côté de l'oreille, il y a bien un petit son assez chiant, une sorte de grésillement qui est audible, clairement audible. La question, c'est est-ce qu'il est gênant réellement au quotidien, etc. Alors, là, par exemple, je suis dans un environnement où c'est pas très bruyant, mais il y a quand même mon ordi qui fonctionne à côté, mais il n'y a pas de musique ni rien. J'entends pas le bruit. Le produit est dos contre une surface, j'entends pas de bruit. Après, moi, j'ai trouvé que dans certaines conditions, par exemple, vous dormez, enfin, si vous, typiquement, vous mettez votre smartphone sur votre table de nuit, il est très très proche du lit, alors c'est quand même des conditions spécifiques, mais il est proche de votre lit, euh, potentiellement vous allez l'entendre si votre environnement est vraiment complètement silencieux et que vous êtes assez sensible au bruit, quoi, au son. Mais faut vraiment quand même, faut vraiment le faire attention à ça. Donc, je pense pas que ce soit un vrai problème,
C'est pas non plus une bonne chose qu'il y ait ce son-là, et ça devrait pas être le cas, mais c'est pas forcément rédhibitoire. Voilà. Et puis peut-être que si vous l'entendez quand vous dormez, bah vous l'écartez un peu de votre lit et puis vous l'entendrez pas. Et puis c'est chiant quand même, je vous avoue. Moi, je trouve pas ça fou quoi, comme truc. Mais bon, c'est pas si catastrophique que ça. Alors je vais passer sur iMessage. iMessage, la grosse particularité, c'est qu'il y a eu des nouvelles fonctionnalités en plus. Et je vais surtout vous montrer ça. Le clavier marche très bien, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Dans iMessage, désormais, vous avez des fonctions en plus qui vont vous permettre, ça je sais pas si on l'avait avant, mais vous pouvez rapidement envoyer une photo. Vous pouvez envoyer, alors c'est censé, je crois que vous pouvez avoir voilà, vos battements de cœur en faisant comme ça. Je sais pas si ça arrive à calculer réellement quoi que ce soit, mais je crois pas. Vous pouvez faire des petits dessins et les envoyer. Vous pouvez également accéder à ça. Et là, ça commence à devenir assez... Ouais, ok. Je sais pas comment j'ai fait ça, mais ok. Ça commence à devenir assez complexe et intéressant. En gros, vous avez des applications que vous pouvez installer et ça va vous donner soit des stickers, donc ça c'est ce qu'on appelle les stickers, vous pouvez envoyer un petit Mario, une petite animation comme ça. Heureusement là j'ai pas de SIM donc mon destinataire va pas recevoir tout ça. Ou bien, et là ça commence à devenir vraiment chouette, c'est que vous avez la possibilité d'accéder au store. Alors je sais plus où c'est déjà, c'est par là. Vous faites store et sur le store, vous avez des applications qui sont compatibles à iMessage. C'est juste des mini-applications pour iMessage. Alors j'en ai installé quelques-unes, je peux vous montrer des exemples. Par exemple, ça va être Reverso. Alors là, c'est pareil. J'arrête pas de dire par exemple, donc je vais arrêter de dire par exemple. Je vais dire hello. Je vais faire OK, voilà. Il me dit bonjour. Je fais OK. Et ça va lui envoyer normalement le texte. Alors je sais pas comment ça va l'envoyer via une petite notification Reverso, ce qui est pas excitant, mais bon, c'est un exemple. Par contre, autre chose, là j'ai installé une application de sondage. Je peux créer un sondage et lui envoyer. Alors apparemment, sondage illimité, c'est pour un an. Ah ouais, d'accord. Mais bon, bref, peu importe, c'est pour l'idée. Et j'ai pu envoyer, voilà, un sondage qui ressemble à ça. Pof, je le envoie. Et la personne, quand elle le reçoit, elle peut répondre au sondage. Elle peut dire je vote un ou deux. Et en fait, si vous avez une discussion à plusieurs et que la personne, attention, doit quand même installer l'application. Hein. Si moi je lui envoie un sondage, elle doit appuyer sur installer l'application de sondage pour l'avoir. Et à partir de là, vous allez avoir, par exemple, une discussion à plusieurs avec vous voulez manger quoi ce soir, pizza ou sushi. Vous envoyez ça à 10 personnes, ils ont tous l'application et vous aurez les résultats dans la discussion à plusieurs. Et honnêtement, ça c'est quand même classe. Et je trouve qu'iMessage commence à devenir vraiment intéressant. Donc ça c'est la partie, on va dire, plus intéressante d'iMessage. Après, il y a toute une partie, en plus de ça, que vous n'avez pas vu vraiment, mais c'est ici. C'est assez gadget. Alors attendez, on va tester plutôt autre chose. Moi je veux envoyer ça, là voilà. Vous faites du texte, vous restez appuyé là. C'est un appui fort et vous avez encre invisible. Donc la personne elle va devoir frotter son doigt pour voir le message. Bon, ok. Ça c'est un effet discret, ça le fait en petit, je sais pas quoi. Là ça fait une grosse bulle. Là ça fait un impact. Et puis en plus de ça, vous pouvez mettre des effets d'écran. Donc quand la personne va recevoir le message et le visualiser, elle va avoir droit à genre des confettis, une sorte d'effet boîte de nuit, feu d'artifice, etc. Voilà, c'est le genre de truc. Ça ressemble à ça au final. Quand la personne va recevoir, son smartphone va faire exactement la même chose que ça. Et ça sert pas à grand chose, mais c'est assez rigolo. C'est vrai, on peut s'amuser un petit peu si vous avez des amis qui ont iMessage dans la même version. J'ai testé un petit peu plan, mais pas en condition de navigation réelle, donc je vais pas pouvoir vous donner un avis là-dessus. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'interface est complètement fluide. Il y a beaucoup de POI, c'est assez bien foutu. La possibilité de mettre des repères, etc., c'est assez bien fait. L'interface est propre. J'ai pas grand chose à dire par rapport à ça. Il y a juste, oui, aussi si vous rajoutez votre domicile et que vous êtes loin de chez vous, et ben, il va savoir vous donner assez contextuellement votre option pour entrer à la maison, ce genre de truc. C'est des détails, mais ça fonctionne bien. L'horloge, avec un truc sympa, c'est qu'il y a le retour haptique quand vous faites défiler le minuteur. Voilà, vous le sentez pas, mais ça fait un petit clic clic clic, ça c'est sympa. Météo, le wallet, tout ça, je crois que je vais zapper complètement. Vidéo, il n'y a rien d'intéressant parce qu'il faut des contenus sur le store.
On a l'application maison, alors qui est pas intéressante là parce que j'ai rien de configuré, mais si vous avez du matériel qui est compatible avec HomeKit, qui est le système de domotique de Apple, vous allez pouvoir contrôler vos accessoires depuis cet endroit. Alors je sais pas si on a peut-être une boutique qui vous permet de voir les différents accessoires, mais bref, vous avez, voilà, bref, il y a un système de domotique qui est installé, que j'ai pas pu tester, qui a l'air bien pensé. Si vous avez envie d'en savoir plus, vous cherchez Apple HomeKit sur genre YouTube ou Google et vous aurez vraiment des informations, il n'y a aucun souci par rapport à ça. iBooks, l'application santé également, qui regroupe notamment vos dossiers, votre dossier musical, vos mensurations, c'est les informations que vous allez rentrer vous-même et qui sont accessibles dans une seule application qui est bien foutue. Le web, je vais vous en parler rapidement puisque au final j'avais zappé puisque je vous ai parlé du son à l'arrière. Mais le web marche très bien. Le lecteur est bien, et le lecteur web, le navigateur web est bien foutu. Ça scrolle bien, il n'y a pas de souci. Franchement, il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, sincèrement, en 2016, j'ai tendance à vouloir zapper limite le test du surf du web parce que heureusement, les sites internet sont assez bien optimisés et on se retrouve devant des expériences qui sont généralement bonnes, à part sur des produits d'entrée de gamme. À côté de ça, on a la suite iWorks, c'est iWork, je sais plus, je connais pas très bien les noms, c'est pas grave, qui est en fait composé de trois trucs, une sorte de Excel, PowerPoint et Word en gros. Et honnêtement, c'est super bien foutu. Vous avez la possibilité de faire des graphes, etc. Ce qui est sympa aussi, c'est que c'est compatible bien sûr avec iCloud. Et donc tout est synchronisé dans le cloud. Donc si vous avez un Mac ou si vous utilisez iCloud pour synchroniser vos fichiers, vous aurez tout dessus. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et il me semble que à travers une mise à jour prochaine, vous pourrez collaborer en direct via iCloud. Et là-dessus, j'ai un petit bémol, c'est que je crois que c'est surtout sur Mac, parce que je confonds, quand j'ai regardé la conf, il parlait de ça. Donc si vous savez si ça arrive aussi sur iOS, ça peut être intéressant, mais en tout cas, c'est des applications qui sont très bien faites. Vous avez GarageBand, qui est bien faite, iMovie qui permet de faire des montages. Tout ça, c'est top, il n'y a pas de souci. Là, je suis en train de recevoir les notifications d'échec d'envoi des messages que j'ai envoyés tout à l'heure, donc ça, c'est vraiment pratique. Je vais aller rapidement dans les paramètres pour vous montrer 2-3 trucs. Donc la gestion ici des notifications, vous savez, vous pouvez gérer si vous avez la petite pastille, la grande pastille, le macaron, le machin, donc ça c'est bien. La gestion ici du centre de contrôle, le mode ne pas déranger, là vous aviez vu les réglages du bouton principal. Dans accessibilité, vous avez pas mal de fonctions, notamment le voiceover, la loupe, la gestion du 3D touch, les niveaux de pression, etc. Secouer pour annuler, plein de petits trucs. Il y avait, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Non, c'est à peu près tout. Il y avait, ouais, bouton principal, là, il y a quoi déjà? Toucher pour ouvrir. Donc, ouvrez l'iPhone avec Touch ID sans avoir appuyé sur le bouton principal. Alors, ça, moi, je l'ai pas constaté. Je l'ai pas constaté. Il dit concrètement que t'as qu'à poser ton doigt pour que ça fonctionne. Mais c'est pas vrai, vous le voyez. Donc, je suis pas très sûr d'avoir compris ça. Ou peut-être que c'est juste, faut juste, c'est peut-être lié à l'accueil. Attends, c'est quel doigt que j'ai mis? Ouais, mais il faut quand même appuyer. Donc voilà. Donc ça, je sais pas trop. Si j'ai pas réussi à le faire fonctionner, éventuellement, ça peut être ça. Le stockage dans le cloud. Synchronisation Wi-Fi iTunes, ok. Ensuite Siri, Touch ID, tout ce qui est empreinte digitale. Le mot de passe par défaut, il me semble, est plus long que celui d'avant. Et là, vous voyez un peu à quoi sert Touch ID. Donc déverrouiller l'iPhone, Apple Pay. Et bien sûr, ce que je vous ai dit, l'App Store, etc. Vous pouvez mettre d'autres empreintes. Puis la gestion de iCloud, là moi je l'ai configuré, ça marche assez bien d'ailleurs, moi j'aime bien iCloud, c'est pas mal. D'ailleurs apparemment le stockage, bah attendez on peut regarder, mais ça coûte vraiment que dalle. Est-ce que je peux me loguer avec ça? Non, je vais pas commencer à me loguer, mais ça coûte je crois 99 centimes les 50 gigas, un truc comme ça. Dites-moi si je me trompe, mais c'est ce que j'ai vu. Sinon, après les réglages des applications à part, etc. Bon, bref. Donc ça, c'est pour toute cette partie dans les paramètres. Et du coup, on va pouvoir basculer sur l'appareil photo. J'ai fait exprès d'aller relativement vite sur tout ça pour pouvoir basculer sur une partie qui est peut-être la plus intéressante aujourd'hui sur ce smartphone. C'est la photo. Alors, il y a plusieurs choses. Bon, l'interface de base elle ressemble à ça, vous la connaissez sûrement. Vous avez la possibilité de revenir sur la caméra frontale ici. Vous avez les différents modes là, on va les regarder dans un instant. D'ailleurs, c'est un peu mieux si c'est zoomé. On a quelques profils ici, on a le retardateur. Là, on a l'option live. Alors, l'option live, vous la connaissez peut-être, c'est quand vous prenez un cliché, en fait, ça va capturer une vidéo de quelques secondes avant
Et quand vous allez regarder dans la galerie vos photos, vous aurez la petite animation avant. Moi perso je l'enlève parce que je trouve ça totalement inutile. Là vous avez le mode HDR que j'ai laissé sur automatique et qui fait plutôt bien le boulot. Ça fait en fait c'est pas trop exagéré. Parfois ça révèle quelques détails, ça donne un côté un peu plus peps aux photos. Et là vous avez le flash. Un truc que je trouve quand même chiant avec ces options sur le côté, je trouve que la zone tactile elle est assez petite. Là, vous voyez, là, je l'ai loupé. Alors, peut-être que j'appuie vraiment à côté, mais ils auraient pu faire une zone plus grosse. J'ai l'impression que c'est juste tout au-dessus de l'icône ou sur l'icône, et c'est vraiment petit. Ensuite, vous l'avez vu ici, vous avez la possibilité de zoomer. Alors, donc, comment ça se passe? De base, le zoom, il est... comment je vais faire? Je vais essayer de vous mettre un... Ouais, ça va être compliqué pour vous de voir, mais... bon, je vais mettre ma... On peut le faire comme ça, je pense. Voilà, vous voyez. Ok, de base, le zoom, il est comme ça. Enfin, le cadrage est comme ça, on va dire. Quand vous zoomez, ça fait ça. Vous voyez à peu près, c'est x2. Alors, quand vous zoomez, ça utilise quoi? Eh ben, en fait, ça switch sur la deuxième optique. La deuxième optique, c'est l'optique téléphoto. Et c'est ça le concept, c'est zoom sans perte x2. Alors, c'est un zoom sans perte assez intéressant parce que ça utilise une deuxième optique qui est différemment, qui a un objectif différent. Et moi, ce que je trouve bien, c'est que c'est assez intéressant, mais en même temps, ça utilise deux composants. Alors que si je regarde par exemple, pour revenir à un bail, hein, le 808 PureView de Nokia à l'époque, il avait du zoom sans perte, d'ailleurs beaucoup plus intéressant que ça en termes de nombre, enfin de quantité de zoom, on va dire, mais c'est parce qu'il avait une quantité de pixels astronomique. Ça utilisait différents systèmes. Là, c'est un zoom, on va dire, plus optique. Mais bref, peu importe. Chez Nokia, c'était aussi très très bien. D'ailleurs, c'était à mon sens un peu mieux. Mais bref, là, il ne s'agit pas de comparer forcément avec Nokia, mais c'est vrai que voilà. Et puis ensuite, après, vous pouvez zoomer de cette façon-là. Donc, ce qui se passe, c'est que logiquement, de 1 à 2, c'est sur l'optique principale en zoom numérique. Ensuite, vous passez sur la deuxième optique, ça passe en optique sur la deuxième optique. Et là, je dis trop de mots, mais bref, vous comprenez ce que je dis, je pense. Et ensuite, après, à partir de X+, eh ben, c'est du zoom numérique à partir du téléphoto. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que, du coup, certes, vous pouvez zoomer 10 fois et la qualité n'est pas très bonne, mais comparé à un 10 fois à partir de l'optique large, d'un, le zoom est supérieur, et de deux, la qualité sera du coup meilleure pour une même quantité de zoom. Donc ça, c'est quand même sympa. Donc c'est quelque chose que j'aime bien. Ensuite, vous avez la vidéo. Autre chose à savoir aussi, c'est que l'optique est stabilisée, enfin l'appareil photo est stabilisé optiquement, uniquement, alors à confirmer, mais c'est ce que j'ai constaté, uniquement l'optique principale est stabilisée optiquement, la deuxième optique téléphoto n'a pas l'air d'être stabilisée optiquement, j'ai pu le vérifier en vidéo. Et du coup, ce que ça permet de faire, notamment en photo, c'est c'est pareil que chez Lumia. En gros, vous allez pouvoir capter plus de lumière parce que ça bouge un peu moins. Et donc ça, c'est assez intéressant. Le mode portrait, on en parlera dans un instant. Là, vous avez la vidéo également. Vidéo, vous pouvez bien sûr utiliser pareil l'objectif téléphoto. Et ce qui va être important de noter, c'est, là, vous n'allez pas pouvoir le voir, mais en gros, c'est stabilisé optiquement et ça marche très bien. Je vous mettrai un échantillon je le mettrai en peut-être non listé ou je le mettrai sur w38.fr. Je me suis filmé en marchant dans la rue et ça marche vraiment bien. Il n'y a pas d'effet de jello sur les côtés, c'est top. Par contre, quand vous zoomez x2, il n'y a plus de stabilisation du tout. Donc ça, c'est intéressant de le noter. Si vous filmez, gardez-le en tête. Vous avez mode ralenti et accéléré. On va pas aller checker ça. Je crois que c'est 120 IPS, non? Généralement, c'était ça. Et c'était vraiment cool. Et puis vous avez mode carré panoramique, on s'en fout. Et le mode portrait. Alors, mode portrait, c'est l'effet... c'est le mode effet de profondeur, c'est le mode bokeh. Là, je l'ai parce que je suis en bêta. Vous l'aurez peut-être pas par défaut quand vous achetez le produit, il faudra mettre à jour le produit. Alors, en gros, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il utilise l'écart qu'il y a entre les deux optiques pour arriver à discerner facilement les contours du sujet en premier plan, pour ensuite appliquer un flou en second plan, enfin en tout ce qui est derrière le premier plan, en fond donc, et ça donne un côté un petit peu réflexe, etc. Alors bon, là-dessus je peux vous donner mon avis. Déjà comment il fonctionne d'abord peut-être, avant de donner un avis. Faut être au moins 2,5 mètres. C'est-à-dire que là, avec ma main, je peux absolument pas le faire. Là, j'ai pas assez de recul. Donc, je vais pas pouvoir vous faire de démo, mais concrètement, c'est assez bien foutu.
Et ce qui est bien également, c'est qu'on a le visuel en direct. C'est-à-dire qu'il est capable de vous montrer en temps réel comment ça fonctionne et ce que ça va donner avec le flou derrière. Et ça, c'est un peu nouveau, effectivement. C'est pas quelque chose qu'on a sur d'autres produits similaires. Donc ça m'a plutôt plu. J'ai d'ailleurs demandé à Apple, mais est-ce qu'on pourrait pas du coup filmer en ayant le truc en temps réel? Et il dit, ah non, on peut pas, c'est un peu chaud, et puis t'aurais très peu d'images par seconde. Moyennant quoi, si vous avez envie, vous lancez une capture de ce qui se passe sur votre écran via un système d'enregistrement, une application, je sais pas trop quoi, et vous filmez en fait avec le mode portrait. Alors ce sera pas terrible, ce sera pas en très très bonne définition, mais il y a moyen de le faire. Donc voilà, là c'est tous les messages que j'ai envoyés dans le vide. Donc ça c'était pour le mode portrait. En termes de rendu, c'est pas si mal. Est-ce que j'en ai un à vous montrer? J'avais fait des tests avec ça. Non, c'est naze ça. J'avais fait des essais avec ma tronche, donc autant peut-être vous montrer ça, parce que c'est le plus logique. Ils l'ont appelé mode portrait, je suis pas trop sûr de comprendre pourquoi, parce que vous pouvez prendre d'autres choses que des portraits. Bon, en gros, ça c'est ma sale tronche. C'est dur de le prendre en mode selfie, entre guillemets, ou pas entre guillemets, vu que maintenant tout le monde dit selfie, il n'y a que moi qui le dis pas. Mais c'est difficile d'utiliser en mode portrait, autoportrait, parce qu'en fait, vous pouvez pas utiliser la caméra frontale, bien entendu, et en plus de ça, il faut avoir 2,5 mètres. Donc, c'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, vous n'avez pas besoin de 2,5 mètres, mais vous pouvez le faire à bout de bras, mais c'est un peu compliqué, et c'est pour ça que je suis mal cadré. En gros, ça c'est sans, et ça c'est avec. Donc la différence, c'est ce flou que vous voyez en fond, qui donne peut-être un côté un peu plus réflexe, entre guillemets, un peu plus professionnel. Globalement, la plupart du temps, ça marche bien, avec des contours qui sont bien délimités. Après, il y a quand même, il peut y avoir éventuellement des exceptions. Moi, j'ai déjà eu des exemples où concrètement, vous ne serez pas forcément très bien. Donc, qu'est-ce que j'avais fait là? J'en avais fait un autre, ça c'est toujours moi. Attendez, est-ce qu'on peut regarder là? L'idée, c'est surtout, vous voyez là par exemple, là le contour de mon visage est flou. C'est pas forcément grave, mais voilà, c'est à relever. J'ai fait des tests avec une plante, c'est pas très intéressant. Je sais pas si je les aurais, mais là pareil, ça va être là, voilà. Donc là c'est une fleur, vous voyez le fond ici. Et là, quand je reviens en arrière, hop, vous le voyez plus. Et là, typiquement, là, on a cette branche qui est floutée, qui devrait pas être floutée. Là, on a le haut de la fleur qui est flouté, etc. Mais, en fait, si vous voulez, en bonne condition de lumière, avec un sujet qui est pas complexe, ça marche très bien. Après, si vous êtes en mauvaise condition de lumière, si vous avez un sujet qui est compliqué, vous pouvez avoir des zones qui sont floues et qui devraient absolument pas être floues. C'est un fait. Mais bon, globalement, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Et puis pour finir, il y a ce truc-là dans la galerie où vous avez les souvenirs. Alors, bon, moi je trouve pas ça très intéressant, mais ça fait un peu penser à finalement ce que proposait HTC depuis quelques années. En peut-être un peu mieux, bon, vous me direz ce que vous en pensez. Concrètement, vous avez là une page souvenir avec les dates. Par exemple, là, lundi 3 octobre. Là, je sais pas ce que c'est aujourd'hui. Bon, on va aller là-dedans. Écrit le meilleur de l'année 2016. Ça, vous pouvez changer le titre normalement. Et donc, à partir de là, vous avez une petite vidéo qui va se créer. Alors là, c'est pas intéressant du tout, hein, attention. Imaginez que vous prenez des photos de voyage et que ou d'un événement et que ce soit assez intéressant pour vous. Là, c'est naze. Mais vous avez des modes, enfin des thèmes que vous pouvez choisir. Donc par exemple là, jovial, je demande à ce qu'elle soit de longueur courte. Donc le thème change, la façon dont c'est monté entre guillemets automatiquement change. Donc c'est une petite vidéo. Ensuite vous avez une petite galerie là, un peu sympa en mode mosaïque. Vous avez les personnes. Il a reconnu que c'était quelqu'un. Effectivement c'est moi. Bien joué. Vous avez également une carte avec indiqué concrètement où les photos ont été prises. Donc par exemple vous faites un voyage et pendant une journée vous êtes à tel endroit, enfin vous êtes dans Paris, imaginons vous prenez des photos un peu partout dans Paris, vous pourrez retrouver sur la carte tous les endroits où vous avez été. C'est plutôt sympa. Il y a des éléments liés aussi ici. Donc ça c'est la partie souvenir, c'est la petite nouveauté de la galerie, le reste c'est du classique. Bon, je pense avoir fait à peu près le tour
des fonctionnalités sur ce produit. S'il y a des trucs qui manquent, bah écoutez, j'en suis désolé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à m'envoyer un message pour râler. Mais je pense avoir fait quand même un assez bon tour. Le reste, vous connaissez peut-être pas mal. Et globalement, il y a des bonnes fonctions. Il y a des trucs innovants. Il y a l'interface de base fonctionne très bien. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et du coup, je vais vous parler rapidement des performances et de l'autonomie. Alors, il tourne sur la diffusion. Là, c'est la puce d'Apple. Il n'y a pas grand chose à dire. Honnêtement, l'expérience dans l'interface est bonne. C'est aussi lié à l'optimisation logicielle. J'ai aucune lenteur dans l'interface. Mais bon, ça c'est classique Apple et c'est classique de tous les iPhones, mais c'est normal parce que c'est toujours le software qui va avec le bon hardware et donc ça fonctionne bien. De là à vous dire que dans 2 ans l'interface fonctionnera toujours aussi bien avec toutes les mises à jour qui auront eu, j'en sais rien. Et c'est généralement pas forcément le cas, peut-être pas au bout de 2 ans, peut-être 3 ans plus tôt. Mais voilà, donc ça c'est à savoir. Au niveau des jeux, j'ai même pas envie de vous en lancer un. Honnêtement, écoutez, c'est le dernier iPhone qui vient de sortir, c'est comme quand je vous parle d'Android sur le haut de gamme, ça marche nickel, il n'y a aucun problème. Mieux que ça d'ailleurs, il va y avoir des jeux qui sont, je crois pas encore sortis, qui sont compatibles avec le nouvel écran qui est plus vif, qui est plus sympa, la nouvelle puce, etc., les nouvelles performances graphiques, et donc vous aurez des jeux qui seront absolument magnifiques, complètement optimisés pour cette puce. Et ça, j'ai pas pu les tester, mais c'est vrai que j'ai vu un aperçu chez Apple et ça avait l'air vraiment sympa. Donc ça, c'est juste comme ça pour vous informer par rapport à ça. Et puis après, j'ai lancé Antutu pour avoir une idée. Je suis à 187 000, mais pour moi, ça n'a pas de sens parce que j'ai du mal à comparer sur des scores de bench, des produits sous iOS, des produits sous autre chose. Mais si vous enfin là, on a une liste avec que des produits sous iOS. Et sans blague, bah, c'est l'iPhone le plus rapide, bah, c'est normal, c'est le tout dernier qui vient de sortir. Donc voilà, bref, il n'y a pas grand chose à dire par rapport au perf, c'est un produit qui envoie du lourd, il n'y a pas de souci. Niveau chauffe, bah écoutez, il peut être éventuellement légèrement tiède à l'arrière, mais globalement, il a tendance à pas trop chauffer, ce qui est assez agréable. Et puis côté autonomie, moi ce que j'ai constaté, c'est qu'on a une journée complète. Il parle d'1 heure en plus par rapport au 6S Plus, j'en ai aucune idée, j'ai pas testé le 6S Plus. Je sais pas, s'il y a des utilisateurs parmi vous qui ont un 6S Plus et qui ont peut-être un avis à donner, n'hésitez vraiment pas. Moi, c'est une journée complète d'autonomie. Par contre, si je veux avoir ma deuxième journée, bah, je dois le recharger. Et ça, c'est classique aujourd'hui. Donc c'est bien, mais c'est pas spécialement bien par rapport à la concurrence ou quoi que ce soit. Par contre, j'ai pu le tester un petit peu en veille. Et il tient assez bien la route. Mais en veille, c'est je n'y touche pas. Donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais c'est 4-5 jours d'autonomie sans trop de soucis. Donc voilà. Ok, on va passer maintenant à tout ce qui est qualité photo et vidéo. Je vais vous en parler assez rapidement. Concrètement, alors, les échantillons, j'en ai quelques-uns. J'en ai capturé de jour, de nuit, etc. Je vais vous en montrer quelques-uns après. Honnêtement, va falloir... vous pourrez voir, je vais essayer de voir si je peux mettre les échantillons sur w38.fr. Mais sinon, vous les avez là. Et puis vous avez surtout ma parole. Ça, c'est important. Alors... En photo, 2 jours, moi j'ai trouvé que les couleurs étaient justes. Faut les regarder, là vous les regardez à travers cet écran qui est peut-être tendance à rendre tout un petit peu plus beau. Moi je l'ai regardé sur des écrans calibrés et c'est bien, c'est bien. C'est des couleurs qui sont justes. Le mode HDR, il ressemble à ça. Concrètement, là c'est sans HDR, ça c'est comme ça. Hop, là c'est avec HDR, donc c'est discret. Mais on voit quand même qu'on a un peu plus de clarté au niveau de ces éléments-là, ce genre d'éléments. Je sais pas, on le voit aussi sur le bas, là c'est plus foncé, là c'est un poil plus clair, vous voyez. Donc ça c'est avec le mode HDR. Il n'est pas violent, il est plutôt bien fait, donc ça c'est bien. Le mode x2, il est j'ai trouvé ça très intéressant. Typiquement là, bon, restez sur ce cliché, hein, ça ira bien. Vous voyez à peu près le type de cadrage que j'ai. Là, c'est avec le mode x2. Alors, ça éclaircit un peu au passage. Ça doit être le HDR qui a fait ça, je sais pas. Là, pareil, c'est x2. J'ai cette plante-là. x2, ça donne à peu près ça. Sauf que du coup, je l'ai sans perte. Et donc là, j'ai une photo sans perte, x2. Pareil ici, si vous voulez faire un peu des macros, entre guillemets, vous pouvez utiliser le mode téléphoto, et puis si vous les zoomez un peu, vous avez un truc assez sympa. Donc ça, c'est pas mal du tout. Moi, j'aime beaucoup, et je pense qu'on s'habitue rapidement à pouvoir avoir un zoom x2 direct en appuyant juste sur un bouton, ça marche bien. Le mode bokeh, je vous en ai déjà parlé, de la qualité.
De nuit, ce que j'ai constaté, j'ai pas de beaux clichés à vous montrer. C'est juste, généralement, je fais des clichés à l'arrache de nuit et je les analyse moi de mon côté, mais je vous les montre pas. C'est que c'est très correct. Il y a pas mal de lumière qui rentre. Et comme c'est stabilisé, c'est généralement assez net. Mais bah forcément, l'image est un peu plus pâle. C'est bruité dans tous les cas. Mais au global, on arrive quand même à faire des photos qui sont assez fiables. Et où on voit quand même pas mal d'éléments de détails de nuit. Donc ça, c'est quand même un bon point. Et la caméra frontale, est-ce que j'ai des choses j'avais fait des autoportraits. C'est ça, c'est quoi? C'est avec la caméra frontale? Je crois pas. Mais bref, moi, ce que j'ai constaté concrètement, pour faire en bref, pour pas perdre trop de temps, mais c'est que 2 jours, c'est très bien. On peut capturer d'assez près. Donc ça, c'est intéressant. Et par contre, en mauvaise condition, c'est plus dur. Mais on a le flash de l'écran. Alors en fait, si vous voulez, vous avez l'écran qui flash dans une sorte de orange-blanc. Ça fait orange et blanc juste après, ou une sorte de rose orangé blanc, pour donner un ton assez correct à votre peau. Et c'est pas mal du tout, ça fait carrément le boulot, donc ça c'est vraiment bien. Mais parfois ça peut être un peu flou. Donc voilà. Et au niveau de la qualité vidéo, je vais essayer de vous trouver un échantillon. Concrètement, le son est très bon, là vous l'avez pas. Vous avez le mode x2 qui permet de se rapprocher, bah vous le voyez là, de votre sujet. Et là je suis en train de zoomer de manière numérique, et c'est quand même pas mal du tout. La qualité de jour est top, les couleurs sont bonnes. De nuit, c'est un peu bruité, mais globalement, c'est quand même pas mal du tout. Le zoom sans perte, ça, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Les couleurs sont justes. Voilà, là, je suis en train de tester des trucs à la con. C'est pas très intéressant. Je vais voir si j'ai des trucs un peu plus cool. Non, ça va être le bordel là. Mais concrètement, voilà. C'est à peu près ce que j'ai dit. Et de nuit, ouais, de nuit, c'est plus bruité, mais c'est quand même pas mal. La stabilisation optique, moi j'ai envie de vous montrer ça. Je vais voir si pareil, je retrouve un échantillon. J'en avais capturé un en extérieur qui est plutôt intéressant. Et donc là, je suis en train de marcher. Je suis en train de marcher dans la rue. Donc déjà, vous voyez l'image, elle est belle, elle est assez propre. Il n'y a pas d'effet de jello, de déformation sur les côtés. Il y a des petites vibrations de temps en temps qui sont pas forcément très agréables. Mais globalement, là, j'étais en train de marcher normalement. Il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, je vais switcher sur l'optique x2 et vous allez voir comment ça bouge. Voilà. Et ça bouge quand même beaucoup plus. Donc là, je suis en train aussi de faire n'importe quoi. Mais attendez, on va essayer là comme ça. Voilà, je crois que je vais repasser en x2 ici. Mais en fait, ce qui va être intéressant là, c'est surtout, voilà, là c'est le x2. Vous voyez comment ça bouge? Donc à mon avis, l'optique x2 est pas stabilisé, ce qui est peut-être logique, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, la stabilisation optique, vous allez trouver ça rapidement indispensable tout simplement. Parce que quand vous filmez, je sais pas, un concert, vous filmez quoi que ce soit, et généralement, bah, vous voyez, vous avez la main qui tremble un peu, etc. C'est pas très agréable. Et là, au final, l'image va être quasiment immobile si vous tremblez juste un tout petit peu. Et ça, c'est quand même vraiment chouette. Alors, c'est pas nouveau, hein, je suis en train de trouver ça bien. Bien sûr que c'est bien, c'est super bien et ça marche très bien sur l'iPhone. Mais effectivement, c'est pas nouveau. Il y a plein de produits qui le proposaient avant. Encore une fois, chez Nokia, on l'a eu il y a longtemps. Sauf que là, on parle pas de Nokia, on parle d'Apple. Et pour Apple, c'est nouveau. Et en tout cas, c'est vachement bien implémenté. Ah oui, et dernier truc, la caméra frontale, 2 jours en vidéo, c'est pas mal. Mais de nuit, c'est quand même très moche. Donc voilà, à noter. Bon, bah on en a fini avec ce test long, un peu à l'ancienne. Je sais pas pourquoi j'ai eu envie de faire un test long cette fois. Un peu la flemme parfois de faire des tests plus courts. Et j'espère que ça vous va quand même. Je vais résumer sur ce produit. Donc concrètement, on a quoi? Un design premium, mais ça, bon, c'est un classique de chez Apple. Certes, il n'est pas innovant, on a le même depuis plusieurs générations, et ça commence à être peut-être un petit peu, ça mérite peut-être d'être retravaillé, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais il est bien, il est très bien, il est beau, enfin beau, oui, tout est relatif, mais c'est un bel alu, c'est bien fait, c'est du bon taf globalement. Le seul truc, c'est qu'effectivement, il est un peu grand, donc ça, voilà, je vais en reparler dans un instant. On a un bel écran, on a de bonnes performances, une autonomie qui est décente, pas parfaite mais décente. On a de belles fonctionnalités intégrées. Déjà, on a en fait un OS qui de base est facile à utiliser et plutôt complet. Mais en plus de ça, on a quelques trucs un petit peu innovants qui sont rajoutés. Et ça, c'est quand même sympa. On a une qualité photo et vidéo qui est globalement
excellente, avec la stabilisation optique, avec le x2 sans perte, c'est des petits trucs comme ça. Encore une fois, c'est pas des trucs nouveaux dans l'univers du smartphone, mais c'est quelque chose de nouveau chez Apple, et ça change pas mal de choses, et c'est bien. Du côté des points négatifs, moi ce que j'ai noté, c'est quoi qu'on en dise, l'absence du jack c'est chiant, ouais c'est pénible. Alors oui, Apple prend un risque, oui c'est de l'innovation, et on voit pour demain, et blablabla, et il y a des chances que dans 3 ans, 4 ans, même moins, on n'ait plus de jack sur les smartphones, peut-être. Sauf que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est pénible, c'est comme quand ça a été les premiers peut-être à proposer la nano SIM. Eh ben au début c'était un peu pénible, il fallait des adaptateurs et tout, le temps que tout le monde se mette un peu à la page. Et puis maintenant on n'utilise que la nano SIM. Mais à mon avis Apple a raison de le faire. C'est juste que oui ça casse les pieds, voilà. Mais bon ils donnent les écouteurs, ils donnent l'adaptateur. Vous allez vous en sortir, c'est un des sacrifices à faire si vous voulez ce produit. C'est comme ça. Bon, à côté, bien sûr, le tarif prohibitif, toujours pareil chez Apple, mais bon, ça, c'est une habitude, donc voilà. Et puis, le fait que c'est un grand format. Alors, je le mets dans les points négatifs, mais en soi, si vous achetez un 5.5 pouces, vous le savez. C'est juste que j'aurais bien aimé quand même qu'Apple se mette à optimiser un peu plus son format, grand format. C'est un 5.5, oui, c'est bien. Mais si les zones là pouvaient être un peu plus petites, les bordures aussi un peu plus petites, et ben on aurait un 5.5 qui aurait une taille de peut-être un 5.2 mal optimisé, et ce serait quand même vachement mieux. Donc voilà, ça c'est plus par rapport à ça. J'aurais bien aimé une petite optime. Mais bon, pour le reste, il n'y a pas grand chose à dire. Je citerai toujours comme d'habitude le côté fermé de l'OS d'Apple, qui moi me plaît pas des masses parce que je suis un habitué d'Android. Moi, quand je branche mon smartphone à mon ordinateur, j'ai envie d'avoir accès directement à la mémoire. Là, il faut faire quelques manips, mais en fait, c'est quand même possible. Et c'est pas si chiant que ça, on s'y habitue. Et si vous êtes déjà un utilisateur d'iOS, vous savez comment ça marche et ça vous dérangera absolument pas. Bon, et si je vous ai ma petite conclusion. En 2 mots, je vous ai dit déjà les points positifs, les points négatifs, vous avez globalement mon avis. Moi, je tenais juste à dire quelque chose, c'est que je trouve que, pour une fois, et il y en a peut-être qui seront pas d'accord avec moi, mais j'ai l'impression quand même que cette année, l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus, surtout sur le Plus avec les 2 optiques, ça marque un petit peu, enfin c'est pas ça marque quoi que ce soit, mais il y a des nouvelles choses dedans, il y a des innovations, et aujourd'hui, si je regarde tout le produit dans sa globalité, par exemple dans les points positifs, j'ai oublié de mentionner qu'il était certifié IP. Bon, j'ai oublié, mais ça fait partie des trucs. Et en fait, j'ai l'impression qu'Apple, entre guillemets, rattrape son retard par rapport à certaines fonctions qu'on a déjà sur d'autres smartphones depuis longtemps. Il est résistant à l'eau, etc., etc. Il a ces petites innovations dans l'interface, il a ces petites innovations dans l'appareil photo. Il y a plein de petits trucs qui ont été rajoutés petit à petit. Les 2 haut-parleurs, c'est des choses, ok, on les a ailleurs, mais sauf qu'aujourd'hui, on a un iPhone qui est plutôt innovant par rapport à, je dirais, l'année dernière où clairement c'était chiant. Et il y a eu plein de produits Apple, d'ailleurs mes précédents tests, où je dis, franchement, c'est bien, mais c'est pas révolutionnaire. C'est pas non plus révolutionnaire cette année, mais il y a des innovations, il y a des nouvelles techno pour Apple qui sont implémentées. Il y a le 3D Touch, c'est pas nouveau à ça, hein, mais je veux dire, c'est un ensemble de choses qui font qu'aujourd'hui, moi je trouve que c'est quand même un bon produit. Et je trouve que Apple a fait quand même du bon boulot cette année sur son iPhone, avec, avec des nouvelles fonctions, etc., des innovations, des choses qu'on n'avait pas avant et qui sont quand même chouettes. Voilà, maintenant ça reste cher, ça reste Apple, il y a des gens qui détestent Apple, et si vous êtes allé jusqu'au bout de ce test, c'est a priori que vous détestez pas Apple, donc vous êtes peut-être pas concerné. Quoi qu'il en soit, bon produit, intéressant. Je dirais, comme je devrais pas tester l'iPhone 7, partez du principe que l'iPhone 7 c'est ça en plus petit, avec une plus petite batterie, mais pas forcément une autonomie moindre, et sans les fonctionnalités x2, etc., et bokeh dans l'interface. Pour le reste, ce sera à peu près la même chose, grosso modo, avec un format plus simple à manipuler a priori. Voilà, ce sera tout pour mon test de l'iPhone 7 Plus. J'espère qu'il vous aura plu malgré sa longueur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, etc. Je vous ai mis aussi un lien vers Amazon dans la description, non pas pour acheter l'iPhone, parce qu'il n'est pas vraiment en vente sur Amazon, il est juste sur le site d'Apple. Mais si vous avez envie d'acheter quoi que ce soit, moi je touche un pourcentage si vous achetez à travers ce lien là et ça me permet de me développer, etc. Vous connaissez le topo, ça je vous en remercie. Je vous ai mis aussi un code promo si vous avez envie d'acheter chez prozis.fr, prozis.com pardon, c'est la nutrition sportive. Et puis moi je vous dis à très bientôt, allez salut.